merci à tous d'être là pour cette nouvelle séance du cours Architecture équerre de la chaire de philosophie à l'hôpital. Comme je le disais donc en introduction, donc on a à nouveau la chance aujourd'hui d'avoir quelques invités. Luc Broussy qui va se présenter, ainsi que Myriam Chabani, architecte, qui vont tous les deux nous parler avec le regard de la question de la relation entre vieillesse et ville, vieillissement et architecture, chacun avec des regards experts. Et puis, comme je le disais, mais je vais le faire beaucoup plus vite, donc pour les prochains cours, nous aurons Béatrice Colomina, donc théoricienne de l'architecture, Marie Tesson, qui fait une thèse entre architecture et Caire, sur architecture et Caire, dirigée par Cynthia Fleury et Antonella Tufano. Un cours avec Bruce Bégou sur la psychiatrie et l'ambiance en psychiatrie avec l'équipe, une partie de l'équipe soignante de l'Adamant, qui est l'hôpital de jour de Saint-Maurice, qui est une architecture très particulière. Et puis un dernier cours que j'assurerai le 30 juin. Donc aujourd'hui, on a décidé de consacrer un cours à la question du vieillissement. Une question que j'ai moi-même assez peu abordée, pour lesquelles j'ai préféré m'appuyer d'abord sur Myriam Chabani, qui est architecte et qui a réalisé une très belle étude sur la question du vieillissement en architecture. Et Myriam m'a proposé d'avoir un co-invité aujourd'hui. Donc on a la chance d'avoir Luc Broussy, qui est l'un des grands experts de la question du vieillissement et qu'est-ce que peuvent faire nos villes et nos architectures pour prendre en charge, pour accueillir la population, une population qui vieillit et une population vieillissante qui est de plus en plus évidemment importante dans nos espaces, dans nos villes. Est-ce que on peut démarrer en attendant Myriam? Ah, oui, va. Hop. Donc Luc va commencer. Donc voilà, je te laisse vous présenter. Donc auteur de plusieurs rapports, dont un rapport récemment assez important sur la question du vieillissement, qui va nous faire un petit topo avant que Myriam prenne la parole. Bon, bonjour à tous. Je dis ça à des petits carrés noirs puisque personne ne veut se montrer, on dirait. Bon, voilà, Claire. Bonjour Claire. Vous êtes la meilleure d'entre nous. Les autres sont voilà. Il suffit de les appeler. Non, parce que franchement, c'est quand même mieux de parler à des gens qu'on voit. Mais bon, allez, je vais parler à Claire. Bon, un mot sur qui je suis, parce que c'est pas neutre dans ce que je vais raconter ensuite. Moi, je viens plutôt du champ politique. J'ai commencé ma carrière comme assistant parlementaire, conseiller de ministre, etc. Et par ce champ-là, je me suis spécialisé sur les questions de personnes âgées. Et depuis maintenant 25 ans, je fais de cette thématique mon métier, sachant que j'ai eu à l'intérieur de cette thématique plein de fonctions différentes, ce qui me donne une légitimité un peu particulière à parler de ces sujets-là. J'ai été le dirigeant du syndicat national des maisons de retraite privées, le SINERPA, que j'ai contribué à créer et que j'ai dirigé jusqu'en 2005. Je suis toujours aujourd'hui président de la filière Silver Economy en France. Si ça vous intéresse, je pourrais vous dire un mot de ce que c'est que ce mot et ce concept de Silver Economy. J'ai été vice-président du département du Val d'Oise en charge des personnes âgées pendant quelques années. J'étais maire adjoint au logement d'une ville de banlieue de 30 000 habitants. Voilà, et aujourd'hui encore, je navigue entre la politique, même si j'ai plus de mandats locaux, et les questions liées au vieillissement, ce qui m'a du coup permis de rédiger deux rapports qui, je crois pouvoir le dire maintenant, font un peu référence. Le premier qui est sorti en 2013, que j'ai remis à Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre de l'époque, qui était sur l'adaptation de la société au vieillissement. Il faut bien comprendre une chose, c'est que ce concept était assez nouveau. Je l'avais moi développé dans une note de Terra Nova en 2011, mais jusqu'à maintenant, au fond, les questions du vieillissement étaient surtout des questions de dépendance, d'EHPAD, de cinquième risque, de cinquième branche. On était quand même beaucoup dans la protection sociale. Et j'ai ouvert un peu la focale en 2013, donc avec ce premier rapport, en essayant de se dire que l'adaptation de la société au vieillissement ne se résumait pas à la toute dernière partie de la vieillesse, mais c'était l'adaptation des logements, des villes, de l'urbanisme, des mobilités, des transports, des territoires, etc. Donc ce rapport a été remis en 2013. Il a un peu fait florès quand même, parce qu'il a circulé pas mal.
Et notamment, c'est un rapport, c'est à la fois les propositions qu'on fait à un gouvernement qui décide ou pas de les reprendre, mais c'est plus que ça qu'un rapport. Faut tordre le cou à tous les idiots qui expliquent que les rapports qui finissent dans les tiroirs. Bon, si le rapport est mauvais, il finit dans un tiroir, d'accord. Bon. Mais s'il est bon, et je crois que le mien l'était, vous voyez, il se diffuse autrement. Il se diffuse parce qu'il y a quelques éléments que j'avais mis dans mon rapport qui ont été repris par la loi d'adaptation de la société au vieillissement en 2015. Mais un rapport, ça irrigue au fond la réflexion, ça irrigue la société. En 2016, moi j'ai une copine qui m'appelle à 15h parce que elle sort du concours questions sociales de l'ENA et elle est tombée sur un commentaire de texte qui était mon rapport. Mais la même année, j'étais encore élu à Goussainville, j'ai une petite aide-soignante qui sort de son concours d'aide-soignante et qui est tombée lors de son concours d'aide-soignante sur le commentaire de mon rapport. Oui, c'est pas pour une fois plus m'en enorgueillir, même si ça me fait plaisir, mais c'est pour vous dire que un rapport, ce n'est pas seulement des propositions faites à un gouvernement, c'est aussi un état de l'art à l'instant T. Et moi, au fond, j'ai essayé de bien ordonnancer les pièces du puzzle. Mais les pièces du puzzle m'ont été fournies par l'ensemble des parties prenantes de ce secteur. En 2020, fin 2020, le gouvernement m'appelle en me disant voilà, on aimerait bien pour la loi grand âge que nous sommes en train de préparer que tu puisses réactualiser tes propositions de 2013. Voilà, on a tout ce qu'il faut sur la dépendance, sur les EHPAD, sur les services à domicile, sur les aidants, bon. Mais on a un trou dans la raquette sur toutes les questions que tu avais traitées en 2013. Est-ce que tu serais capable rapidement de nous faire une petite mission flash et de nous réactualiser ces sujets? Bon, en réalité, comme en janvier, il y a un an maintenant, je comprends que le projet de loi de grand âge soit ne verra pas le jour, soit de toute façon est en retard. Moi, je prends un peu plus de temps et c'est en fait au mois de mai que je remets non pas un petit rapport, mais 175 pages que je vais raconter. Je vais vous raconter un peu ce qu'il y a dedans, ce qui vous évitera de lire 175 pages, sauf si ce que je dis est intéressant et que vous voulez à ce moment-là lire 175 pages. Mais le gouvernement me demande donc à ce moment-là de reparler de ces questions d'adaptation du logement, d'adaptation de la ville, de l'urbanisme, des mobilités, des transports et des territoires. Avant de revenir sur le fond des propositions que j'ai pu faire, j'ai essayé de dresser une toile de fond sur laquelle j'attire votre attention. On dit la France vieillit, bon très bien, ça c'est une généralité convenue. Le monde vieillit aussi d'ailleurs, hein. La France vieillit, mais la Chine aussi, l'Inde aussi. Et donc, et en Europe, il faut bien comprendre que le vieillissement prend des allures différentes d'un territoire à l'autre. Je vous donne deux exemples. Toute l'Allemagne et toute l'Europe de l'Est, tout l'Est de l'Allemagne, Pologne, enfin bon, je ne cite pas les pays, vous les connaissez, tous ces pays vont vieillir. Mais ils vont vieillir dans un contexte particulier. Ces pays vont vieillir dans le contexte de population qui diminue. La France, l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie vont vieillir dans le contexte de population qui augmente. C'est pas tout à fait la même chose. Peut-être que vous êtes un certain nombre, comme moi d'ailleurs, à vieillir en grossissant. Bon, on peut le regretter, mais quand on est une nation, c'est plutôt pas mal. Oui, l'Allemagne vieillit en perdant de la population. Donc c'est pour le coup un phénomène beaucoup plus dépressif. Si on continue comme ça, les courbes de population allemande et française vont se croiser vers 2060-2065 et la France passera devant l'Allemagne. Donc, vous voyez, le vieillissement ne se mesure aussi qu'à l'aune de la croissance totale de la population. Qu'on vieillisse, c'est une chose, mais si c'est dans un pays dont la population continue à croître, au fond, eh bien, c'est un phénomène qui est perçu comme positif. Mais il y a deux choses que sur lesquelles je voudrais mettre l'accent vous concernant. La première chose, et ça explique en partie pourquoi ces sujets sont en train véritablement d'émerger aujourd'hui, c'est que dans la population âgée, on peut schématiquement la classer en trois catégories.
les retraités qui sont totalement valides, qui ne demandent rien à personne au fond, qui conduisent, qui comment dire, il y a une Mireille là qui veut rentrer, hein, je ne sais pas si c'est moi qui contrôle, mais voilà. Et donc c'est cette partie des retraités qui peu ou prou entre 60 et 75 ans, 80 ans, que vous connaissez, vous les voyez autour de vous, c'est peut-être vos parents, je ne sais pas quels âges vous avez, mais ces retraités, ils s'occupent des petits-enfants, ils partent en voyage, ils bougent, etc. Vous avez une seconde partie de retraités qui sont les mêmes, mais qui commencent à connaître quelques fragilités. Ces fragilités, elles peuvent être d'ordre différent. Fragilité sociale, c'est le veuvage, qui constitue, en tout état de cause, une rupture. Dans 80%, évidemment, c'est le veuvage de femmes, hein, pas d'hommes. Hein. Donc une femme qui perd son mari, c'est une rupture dans le lien social de manière générale. Mais ça peut être aussi des fragilités de nature physique. J'arrête de conduire parce que je me sens plus sûr. Ça réduit ma capacité évidemment de mobilité. Et puis je commence à marcher un peu moins facilement, enfin, etc. Des fragilités qui viennent se greffer autour d'une personne qui reste globalement valide, qui reste insérée dans la société, etc. Et puis, évidemment, la troisième catégorie, c'est à la fois la moins nombreuse, 2 millions de personnes sur les 15 millions de seniors, mais en même temps, celle qui a été le plus identifiée par les politiques publiques, c'est les personnes en perte d'autonomie. Et cette perte d'autonomie, on la voit évidemment dans les âges les plus élevés. C'est cette dernière catégorie de personnes qui a été au cœur des préoccupations des politiques publiques depuis 20 ans. Depuis les années 80-90, on s'occupe des EHPAD, des services à domicile, on s'occupe de savoir si on va créer ou pas un cinquième risque, une cinquième branche, etc. Les départements ont créé l'allocation personnalisée à l'autonomie, l'État a médicalisé les EHPAD, enfin bref, toutes les politiques publiques ont été surtout concentrées sur cette population-là, qui est celle qui a évidemment le plus besoin de soutien, le plus besoin d'aide, mais qui en même temps, qui quantitativement, sur les 15 millions de seniors, est la moins importante. Voilà le premier phénomène. Alors évidemment, ces trois catégories ne correspondent pas à des catégories d'âge totalement figées. C'est pas à son 75e anniversaire qu'on devient fragile. C'est pas à son 85e anniversaire qu'on rentre en maison de retraite. Mais la vérité, c'est que oui, c'est en effet en 75-80 ans qu'on commence à connaître vraiment des fragilités. Moi, mon père vient de laisser sa dernière bagnole au garage, il a 84 ans. Bon. Oui, donc, il continue à marcher comme il faut, à faire son jogging quand il peut. Et on connaît tous autour de nous des gens qui à 75 ans sont déjà complètement à la ramasse. Bon, physiquement, voire même psychiquement, puisque ça peut venir encore beaucoup plus tôt. Moi, j'ai un de mes très bons amis qui est mort de la maladie d'Alzheimer, enfin de ses conséquences plutôt à 62 ans. Bon. Donc, oui, tout ça est flou. Mais dans les grandes masses, la population valide, c'est disons jusqu'à 80 ans. La population fragile, c'est les 75-85 ans. Et la population en perte d'autonomie, c'est l'âge moyen d'entrer en maison de retraite. Ça ne veut pas dire que tout le monde y va, mais l'âge moyen d'entrer en maison de retraite qui est 85-86 ans. C'est au tour d'Isabelle Floret de taper à la porte. Il y a deux phénomènes sur lesquels je veux mettre l'accent. Le premier, c'est que parmi les catégories que je viens de décrire, dans les 10 prochaines années, l'explosion, c'est quantitative, hein, c'est l'explosion des 75-84 ans. Le nombre de 85 ans et plus augmentera considérablement à partir de 2030. Mais dans les 10 prochaines années, je ne sais pas qui vous êtes, quel métier vous faites, j'imagine que vous avez un lien vague avec l'architecture, avec les soins, bon. Et que vous soignez ou que vous construisiez des pierres, dans les 10 prochaines années, le public qui va augmenter de 47% en 10 ans, ce sont les 75-84 ans. Dans le même temps, dans la même décennie, les 85 ans et plus vont voir leur nombre stagner. Vous voyez, on vous aurait fait un QCM comme ça par surprise en vous disant dites-moi dans la France de 2020 à 2030, comment vont évoluer les 85 ans et plus? Eh bien, vous auriez évidemment coché que cette population-là va exploser. Ben non. Voilà. Les 85 ans et plus vont stagner de 2020 à 2030 et vont exploser à partir de 2030.
Mais la décennie qui s'ouvre, elle, en revanche, est l'explosion des 75-84 ans. Ça, c'est le premier constat démographique. Mais il faut le rattacher à un autre constat de nature plus sociologique, qui va là vous intéresser encore plus directement. C'est que la personne qui a 75 ans aujourd'hui, enfin en 2020, elle est née en 1945. Donc elle est née au début du baby-boom. C'est en 1945 le début du baby-boom, le moment où la croissance, enfin des naissances, se fait à nouveau extrêmement forte à partir de 1945, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, 45 plus 75 égale 2020. Et donc, c'est maintenant qu'arrive sur le marché démographique les 75 ans, la première vague des baby-boomers. Et c'est celle-là qui va faire que de 2020 à 2030, eh bien, le nombre de cette population-là, de ces donc vieux qu'on peut appeler valides mais fragiles, va exploser. Et c'est normal que 75 plus 1945 plus 85 égale 2030. Donc c'est normal que les gens nés en 45 atteindront l'âge de 85 ans en 2030, et c'est là qu'on a ce pic de gens très très âgés à partir de 2030. Voilà, il y a quand même deux séquences différentes en termes démographiques, mais il y a un autre phénomène qui est que 1945 plus 23 égale 1968. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces mêmes personnes dont on parle là, qui ont 75 ans aujourd'hui, elles avaient 23 ans en mai 68. Ça veut dire que quand on a 23 ans en mai 68, on a été élevé, biberonné, pas seulement par, si on avait du goût, par les Stones et Hendrix, mais par la liberté, par l'autonomie, par le consumérisme, par le féminisme, enfin bref, tous les mouvements qui ont traversé cette société depuis la fin des années 60. Donc, pour le dire autrement, le senior d'aujourd'hui, celui qui a 75 ans aujourd'hui, celui qui aura 85 ans en 2030, il ne ressemble pas tellement à ses parents. Parce que ses parents sont nés, eux, dans les années 10, 20, 30. Ils ne sont pas nés en 1945. Donc, cette génération qui arrive, c'est une génération qui est constituée de personnes qui ont, au fond, profondément transformé la société française, dans tous les domaines que je viens de dire tout à l'heure, de citer, profondément transformé la société française dans les années 70, 80, etc. On fait le pari que ces personnes-là vont profondément transformer le vieillissement. Et on le voit déjà. Vous le voyez à travers des petits signaux comme ça. Il y a deux personnes qui viennent d'écrire des bouquins en disant « Regardez, j'ai 70 ans et c'est vachement bien ». C'est pas Jane Fonda, hein, elle a un peu plus que 70 ans. C'est Laura Adler, qui est presque la quintessence, quoi. Hein. Si on devait, dans un laboratoire, construire la caricature de la femme post-68 arde, ce serait Laura Adler, quoi. Bon. Eh bien, Laura Adler, elle a 70 ans maintenant, et elle écrit un bouquin pour dire « J'ai 70 ans, c'est super ». Pascal Bruckner, les plus vieux d'entre vous, mais je crois que personne n'est plus vieux que moi ici, ont lu dans les années 82-83 le bouquin qu'avec Finkielkraut, Bruckner avait publié, ça s'appelait Le Nouveau Désordre Amoureux. Donc il parlait de la relation, de l'amour, du couple et tout ça, enfin on était sur des sujets un peu à la mode à l'époque. Bon, eh bien aujourd'hui, il vient de sortir un bouquin en disant « J'ai 70 ans, c'est super, on va réinventer la vieillesse ». Il y a, je ne sais pas si vous avez vu un article dans Le Monde, il y a quelques jours, un comité qui s'est mis en place, qui s'appelle le Comité National de la Vieillesse Autoproclamée. Non, le Conseil National Autoproclamé de la Vieillesse. C'est des gens qui sont des anciens ministres. Il y a Bernard Kouchner, il y a Michel Delaunay, il y a des sociologues, il y a, enfin bon, je ne fais pas du name dropping, mais voilà, c'est ces mêmes gens. Et on retrouve Pascal Bruckner, on retrouve Laura Adler, on en retrouve d'autres comme ça. Et grosso modo, ils disent quoi? Ils disent, ça y est, nous on devient des vieux, on devient des seniors, des baby boomers, etc. On ne se fera pas avoir, comme nos parents. Moi, je veux vivre chez moi. Et on ne m'emmènera pas en EHPAD, les gars. Je vous avertis tout de suite. Voilà. Je n'ai pas acheté des pavés rue Gay-Lussac pour me retrouver dans un EHPAD avec mon déambulateur à 85 ans, 90 ans. Donc, il faut bien que vous ayez à l'esprit ces deux phénomènes-là
qui ne sont pas marqués dans les bouquins. Donc si je me permets de vous le dire de cette façon-là, c'est que ça n'a pas été encore totalement théorisé, tout ce que je vous raconte là, mais c'est pourtant sous nos yeux, c'est une évidence. Un, l'explosion des 75-84 ans, et laisser à la prochaine décennie l'explosion des plus dépendants, qui sera un défi majeur, mais c'est dans 10 ans. Deux, ces vieux qui arrivent là sont des vieux d'un tout autre genre. Des seniors qui vont vouloir maîtriser leur destin, qui vont vouloir vivre chez eux, qui vont vouloir en avoir pour leur argent, accessoirement. Et ce sera une génération moins passive que les retraités qu'on a connus, de la même façon que dans les EHPAD, dans les jukebox des EHPAD, ce sera plus Mistinguett, ce sera plus Maurice Chevalier, qui ne voudront plus rien dire à personne, alors que c'est l'imagerie qu'on se fait du vieux aujourd'hui. Il n'y aura plus de Charles Trenet, mais ce sera, une fois plus, les Stones, ce sera... enfin bref, je ne vais pas vous citer les groupes qu'écoutent aujourd'hui les baby boomers. Donc ça, c'est les deux éléments. Donc du coup, moi, dans mon rapport, je suis parti de ces deux constats-là, tout en disant par ailleurs que ces gens-là veulent vivre chez eux et qu'il fallait, à ce moment-là, réinventer le concept même de chez-soi. Le chez-soi pour le commun des mortels, pour la presse, pour les médias, parfois même pour les personnes âgées elles-mêmes, continuer à vivre chez soi, c'est vivre dans la maison dans laquelle on a élevé ses enfants, dans laquelle on était avec son mari, le mari est mort, les enfants sont plus là, on se retrouve avec cette maison-là à 5 km de la première boulangerie, avec un escalier pour descendre à la cave, un escalier pour monter à la chambre, le jardin qu'il faut entretenir, bref. Ça, c'est la maison, le chez-soi, comme on dit, le domicile criminogène. C'est le domicile qui crée 9000 morts par an de chute, par chute, au-delà de 65 ans. Chiffre que moi j'ai découvert pendant mon rapport, mais je le répète à foison parce que manifestement personne ne l'avait jusqu'à maintenant véritablement rendu public. 9000 personnes de 65 ans et plus par an meurent d'accidents domestiques dans ce pays, et ce depuis 20 ans. Ça n'a pas bougé. Si, des fois c'est 8000, des fois c'est 10 000, des fois c'est 9000, enfin c'est toujours dans ces eaux-là. D'où d'ailleurs l'annonce dans 15 jours d'un plan national anti-chute que la ministre a préparé suite à, justement à mon rapport, ça sert au moins à ça. Donc, votre génération, enfin je ne sais pas à qui je parle une fois de plus, mais je vais faire le pari que vous êtes un peu plus jeune que moi, cette génération qui va demain s'occuper de soins, s'occuper de design, s'occuper d'architecture, doit avoir à l'esprit que c'est la conception même du chez-soi qu'il va falloir changer. Je veux vieillir chez moi, pas de problème. Mais le chez-soi, c'est pas le chez-soi que tu as aujourd'hui. Il n'est pas adapté. Tu vas peut-être te casser la figure 3 fois dans l'escalier. T'en auras marre à un moment donné de demander à la voisine de t'acheter ta baguette de pain parce que tu ne conduis plus et tu ne peux plus aller à la boulangerie. Donc, il faut réinventer cette notion de chez-soi. Et c'est ce que j'ai essayé de faire dans ce rapport. Je ne peux pas réinventer. Disons que j'ai essayé de raconter comment, demain, il y aura une diversité de chez-soi. Et c'est ça qui est bien avec l'avenir, c'est que parfois il commence maintenant. Et ça commence sous nos yeux. Les résidences-services seniors. Là, on ne parle pas des EHPAD. Les résidences-services seniors sont en train d'exploser partout en France. Il y en avait 500 il y a 5 ans, 6 ans. Il y en a 900 aujourd'hui. Si certains d'entre vous font des... je ne sais pas s'il y a des architectes ici, là. Oui, un petit bon, peu. donc s'il y a quelques architectes, s'il y a un marché aujourd'hui qui explose complètement, c'est les résidences-services seniors. Il n'y a plus d'EHPAD nouveaux là. En ce moment, il y a le robinet des EHPAD est fermé pour le moment. Il y a des rénovations éventuellement d'anciens EHPAD, mais il n'y a pas de EHPAD en plus. Par contre, les résidences-services seniors sont en train d'exploser et c'est pas fini. Parce que ça correspond exactement à ce que je viens de vous raconter. L'explosion des 75-84 ans, c'est eux qui veulent des résidences-services seniors. Explosion des 68 arts vieillissants, et c'est eux qui veulent quand même maintenir un vieillissement social. Donc je suis seul chez moi. Moi, mes beaux-parents sont flanqués dans un hôtel particulier de Soissons en ce moment. Ça y est, ils ont pris la décision d'aller dans une résidence service senior. Ça les rapproche de Paris. Ils se font des copains dans la résidence. Il y a la piscine, il y a la salle de sport. Ils reprennent une vie sociale. Parce qu'il y a la résidence service senior qui est une espèce de petit hôtel. Alors, ils n'ont pas les moyens, mais on peut en trouver à des prix plus modestes. Donc, la résidence service senior, j'ai tous les maires, Montpellier, j'étais au téléphone avec
la maire de Millau. Voilà, pourtant, c'est pas la capitale du monde, Millau, dans l'Aveyron. Elle a 4 projets de. Elle va pas les autoriser les 4. Hein. Et justement, elle m'appelait en me disant, mais j'en ai 4, qu'est-ce que je fais moi avec tout ça? J'ai le promoteur du coin, j'ai Kaufmann Broad, j'ai voilà, ils me proposent tous des modèles. Comment je choisis moi ça? Et voilà. Donc ça, c'est le vraiment phénomène qui correspond à la démographie et à la sociologie que je viens de décrire juste avant. Et il va y avoir également une vague, parce que le gouvernement l'encourage fortement, d'habitat inclusif. C'est quoi l'habitat inclusif? C'est small is beautiful. C'est on se met ensemble et on se fait notre truc à nous. C'est plus ou moins participatif. C'est peut être géré plutôt par le secteur à but non lucratif. Ça s'est plutôt développé dans le handicap que dans le grand âge, mais ça va démarrer dans le grand âge. Ça pourrait être en centre-ville, mais ça pourrait être aussi dans des bourgs ruraux. Bon, là, ça sera des petits habitats où on partage au milieu ce qui est la cuisine, le salon, la vie sociale, mais on a chacun son appartement, sa chambre, etc. Les résidences intergénérationnelles, elles, qui viennent beaucoup des bailleurs sociaux. J'ai trouvé pendant mon étude là, un doctorant qui faisait à Lyon un doctorat sur l'habitat intergénérationnel. Il avait recensé 200-250 habitats intergénérationnels en France en 2016. Et il l'évalue à peu près à 400 aujourd'hui. Donc ça, les bailleurs sociaux sont vraiment en train de développer cette forme d'habitat avec des seniors, des jeunes couples, des jeunes travailleurs. Enfin, on peut mixer tout ça. Mais c'est en train de vraiment de se développer là aussi. Bref, tout ça pour vous dire qu'il y a une palette de solutions qui sont en train de révolutionner le concept même de chez-soi. Les gens seront chez eux, là où je vous dis. Mais ce n'est pas le chez-soi qu'ils habitent depuis 30 ans. C'est pas là où on a ses souvenirs. Voilà. Donc faut tordre le cou aussi à ces espèces de sentiments. Ah, mais elle veut rester là où il y a ses souvenirs. Bon, bah, très bien. Oui, quand elle aura fait 3 fractures du fémur, il y aura toujours les souvenirs et il n'y aura plus de col du fémur. Donc il y a un moment donné aussi, c'est notre société qui doit essayer de faire comprendre à tout le monde que bien vieillir, ça veut dire aussi anticiper des déménagements le moment venu. Voilà ce que j'ai essayé de raconter dans mon rapport en disant il faut absolument une politique d'adaptation des logements. Cette adaptation se fait soit en adaptant le logement actuel, et il y a heureusement des logements qu'on peut adapter pour rester dans le logement qui est le sien aujourd'hui. Je rappelle quand même, autre facteur essentiel, 75% des seniors aujourd'hui sont propriétaires de leur logement. Donc c'est plus facile qu'à dire parfois de changer de logement. Il faut éventuellement vendre son logement pour ensuite louer une résidence service senior. Donc ça ne se fait pas du jour au lendemain. 75%, c'est énorme, 70-75% des résidents des résidences service senior dont je viens de parler là, sont des femmes veuves. Il faut tordre le cou à l'idée que c'est le couple qui fait du vélo et qui va en résidence senior parce qu'il en a marre de tondre le gazon. Non, non, non. Pour 70% des cas, ceux qui vont dans les résidences service senior modernes, là, les domitis, les seigneuriales, etc., sont des femmes veuves de 80 ans. D'accord? C'est pas le jeune retraité, hein. Ce sont des femmes de 80-85 ans, mais qui ne sont pas dépendantes, donc qui n'ont rien à faire dans un EHPAD, et qui choisissent, pour lutter contre l'isolement, pour avoir un habitat plus central et plus adapté, d'aller dans des résidences-services. Mais il y a aussi le défi de l'adaptation des logements. Aujourd'hui, on est très en retard. L'Angleterre consacre chaque année 580 millions d'euros de budget public pour adapter les logements des vieux Anglais. Nous, on est à même pas 100 millions. Donc, nous, on a un effort public, de financement public en termes d'adaptation des logements, près de 6 fois inférieur à l'Angleterre. Mais c'est vrai que l'Angleterre, dès 2008, a eu, si je puis me permettre, son rapport Broussy. Voilà. Il y a un rapport qui a été remis au gouvernement en 2008 en Angleterre, pour dire, eh oh, il faut adapter les logements, là. Bon. Moi, il est arrivé 10 ans plus tard. Donc là, oui, la France est en retard par rapport, par exemple, à l'Angleterre sur l'adaptation des logements. Mais sachez que le Premier ministre a, alors là, pour le coup, officiellement annoncé qu'il reprenait la mesure que je prenais dans mon rapport de la création de MaPrimeAdapt. Vous connaissez MaPrimeRénov', hein, que le gouvernement a lancé il y a 2 ans pour la rénovation énergétique des logements. Moi, j'ai proposé en parallèle la MaPrimeAdapt pour adapter les logements au vieillissement. Et là, en ce moment, le gouvernement travaille. Alors vraiment, il travaille, puisque là, je sais qu'il y a des réunions quasiment chaque semaine. Et je pense que Castex va annoncer avant la fin du quinquennat le lancement de MaPrimeAdapt. Non pas qu'elle sera opérationnelle tout de suite, mais enfin bon, espérons qu'elle le soit pour 2023. Mais il y aura une prime qui sera dédiée, claire, lisible, bien tracée, bien fléchée, pour adapter et aider les seniors à adapter leur logement. Voilà pour le logement. Après, moi, j'ai voulu dire que le maintien à domicile et vivre chez soi
nécessiter une chose, c'est que quand on franchit la porte de chez soi, si c'est pour se trouver dans une jungle urbaine totalement hostile aux personnes fragiles, alors on a raté le coche. Donc, deuxième chapitre, la ville. Comment construire une ville bienveillante aux personnes fragiles. Plutôt les vieux, mais la personne avec un landau, la personne avec une canne, la personne handicapée, ben, ça va de soi. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment l'affaire du maire ou du président d'agglo. Et là, on rentre dans un autre champ, qui est maintenant un champ qui était assez peu exploré, mais qui l'est de plus en plus, avec des écrits de plus en plus. D'ailleurs, Myriam a coproduit un ouvrage, elle en reparlera, où ces aspects-là sont très présents. Vous ne pouvez plus construire un EHPAD, adapter un logement privé sans penser l'environnement global. Mais ça, je dis ça, c'est une banalité pour des gens qui réfléchissent à ces sujets-là comme vous. Donc, ce que j'ai tenté de faire là-dedans, c'est d'essayer de repérer l'ensemble des changements qu'il fallait impulser. La question de la voirie, la question de la synchronisation des feux rouges. Il y a un organisme qui s'appelle le CEREMA, qui est un organisme d'État, qui conseille l'État et les collectivités sur ces sujets-là. Ils sont capables de produire 70 pages sur la synchronisation des feux rouges. Bon, je ne vous dis pas que j'ai lu les 70 pages, mais c'est absolument passionnant pour savoir comment, à un moment donné, on adapte tout ça. Pour la plupart des citoyens, tout ça ne parle pas. Sauf pour la personne âgée, qui à un moment donné sait que pour aller à la boulangerie, il faut franchir ce satané carrefour, et il y a un moment donné, elle n'y arrive plus. Elle n'y arrive plus parce qu'elle est trop lente pour aller d'un point à l'autre, et elle va rester chez elle, et elle va demander à la voisine de lui acheter sa baguette de pain. Voilà, donc tout cet environnement-là, il faut l'avoir à l'esprit dans le cadre de l'adaptation de nos villes au vieillissement. Mathieu Klein à Nancy vient de lancer un plan banc, pas un plan blanc, hein, un plan banc. Voilà, c'est pas compliqué, c'est pas facile à dire, mais un plan banc, voilà. Parce qu'il a suivi les recommandations qu'on a pu faire ici ou là, de se dire que à un moment donné, on a enlevé les bancs publics parce que c'est les jeunes, les fumeurs de chichons, etc., qui s'y installaient. Bon, sauf que maintenant, dans un certain nombre de villes qui vieillissent, on se rend compte qu'une personne a besoin de bancs pour justement faire ce fameux trajet de chez elle à la boulangerie, sinon elle n'arrive pas à le faire d'une traite. Donc, j'ai également parlé avec Deco, où on parlait des appels d'offres de mobilier urbain, abribus, bancs publics, etc. Jamais dans un appel d'offres lancé par une municipalité auprès de Deco ou de ses concurrents, il n'y a le moindre curseur, le moindre critère lié à la fragilité. Moi j'ai proposé, le gouvernement ne l'a pas encore fait, mais on va avancer sur ces sujets-là, que désormais dans la loi, il est dit que dans les critères de notation d'un appel d'offres que lance une commune sur le mobilier urbain, le critère de la fragilité soit pris en compte. Même pas du vieillissement, de la fragilité. Ce qui éviterait de nous mettre partout ces espèces d'assis debout où vous finissez à la fin couché. D'accord, ou ces abribus où en pleine canicule il n'y a rien pour vous protéger, ou bien une personne âgée qui attend un bus, il n'y a rien pour s'asseoir, etc., etc. C'est pas possible de penser demain la ville, de penser le mobilier urbain. Voilà. La crise Covid nous a montré à quel point il y a des gens qui faisaient désormais la queue quand les cafés étaient fermés devant les toilettes publiques. Bon, je ne vais pas vous embêter avec ça, ça pourrait vous ennuyer, mais plus la population vieillit, plus le nombre de dizaines de milliers de personnes, de centaines de milliers de personnes incontinentes s'accroît. Voilà. On a autour de nous des cas de gens qui nous disent, voilà, pourquoi ils ne sortent pas? Ils sortent en se disant qu'ils ont une espérance de vie dehors de 2 heures, parce qu'il faut rentrer à la maison 2 heures après. Je parle de cas, moi, pour le coup, très personnel. Vous voyez, mon père est un fan d'opéra. Un jour, je comprends qu'il refuse mes invitations à l'opéra. Je ne comprends pas. Et voilà. Et en creusant un peu, je comprends. Voilà. En fait, il ne pouvait plus passer 2 heures sans aller aux toilettes. Bon. Si on ne comprend pas ces phénomènes-là, eh bien, on ne comprend pas la ville de demain. Donc, les toilettes publiques sont un enjeu de politique du vieillissement. Et ça tombe bien, c'est aussi un enjeu de politique urbaine. Je termine sur un dernier point. C'est que une fois qu'on a vu la question du logement, la question de l'urbanisme et des mobilités, il y a la question des territoires. On ne vieillira pas de la même façon selon qu'on est en centre-ville, en périurbain ou en milieu semi-rural. Pour faire en ce moment des études pour des villes comme Bourges, Périgueux, Montpellier, on voit bien que ce qui compte pour une personne âgée, c'est pas d'être forcément au centre-ville, c'est d'être dans un environnement qui fait que la boulangerie est à moins de 300 mètres, la pharmacie à moins de 300 mètres, le médecin à moins de 300 mètres. Voilà. Et donc demain, il va falloir parler de ces quartiers favorables au vieillissement, qui sont des quartiers où les personnes âgées peuvent vivre tout à fait de manière autonome le plus longtemps possible, pour peu qu'elles
elle soit dans cet environnement-là. Ça peut être dans un quartier périphérique, du moment qu'il y a les services voilà, publics, les services commerçants qui soient juste à côté, puisque les géographes ont mesuré que le bassin de vie d'une personne âgée sans voiture, fragile, c'est 300-400 mètres. Donc voilà, il faudra penser aussi le territoire dans lequel la personne vit. C'est pas une question de métropole ou de bourg rural, c'est là où il y a un environnement qui lui permet d'avoir au fond, dans un périmètre de 300-400 mètres, l'ensemble des services dont on a besoin au quotidien. Et puis un dernier mot sur une autre étude que j'ai sortie sur l'EHPAD du futur. Ça c'est dans le cadre du think tank Matière Grise que j'ai créé. On a fait une étude sur l'EHPAD du futur. En se disant quoi? Toutes les alternatives dont je viens de vous parler, le domicile, les résidences-services, tout ça ne suffira pas, évidemment, à rendre caduque l'utilité des 600 000 lits de personnes âgées, d'EHPAD. Il y a 600 000 personnes en EHPAD aujourd'hui, et là je ne vous parle même pas de 2030, où là il y aura une explosion du nombre de personnes âgées dépendantes. Donc nous aurons de toute façon de plus en plus d'EHPAD. Là il y a une pause pour des raisons démographiques, mais ça repartira de plus belle en 2030. Donc tous ceux qui pensent que l'habitat inclusif, les RSS seront une alternative à l'EHPAD, tordez le cou définitivement à cette histoire absurde. Il y aura donc des EHPAD. Donc puisqu'il y aura des EHPAD, alors changeons l'EHPAD. Voilà, c'était ça l'axe directeur du document que nous avons sorti au mois de juin dernier sur l'EHPAD du futur, téléchargeable gratuitement sur le site de Matière Grise, le nom du think tank. Qu'est-ce qu'on dit dans cette étude? 3 phrases pour résumer 3 chapitres. Première phrase, les besoins des résidents de demain seront complètement différents de ceux d'aujourd'hui. Confère ce que j'ai dit il y a quelques minutes sur les 68 arts. Donc la façon de vivre en EHPAD ne sera pas celle d'aujourd'hui. On n'acceptera plus de devoir déjeuner tout le monde à la même heure. On n'acceptera plus le même menu. On n'acceptera plus que la famille n'ait plus le droit de rentrer dans l'établissement à partir de 20 heures. On n'acceptera plus toute une série de choses qu'on accepte encore de manière un peu soumise aujourd'hui. Deuxièmement, l'espace et l'architecture. On aura probablement un renversement de logique, nous on fait le pari de ça en tout cas, entre l'espace collectif et l'espace privé. Aujourd'hui, une chambre, c'est 20-22 mètres carrés. Et on faisait le pari il y a 20 ans que c'était 20-22 mètres carrés parce que, au fond, vous savez, le petit vieux, il a Alzheimer, il n'a pas besoin d'être dans la chambre, il a surtout besoin d'être à l'extérieur de la chambre pour participer aux activités, etc. Donc, on fait chambre rikiki, mouse costaud, salle de restauration, des salles de soins partout, et tout ira bien. Bon. C'est l'inverse qu'on va faire probablement à partir de maintenant. Et l'étude qu'on a faite, on l'a faite avec des architectes aussi, qui nous ont conseillé là-dessus, sur le mode, pas d'espace à moins de 28-30 mètres carrés demain. Parce que demain, le lit ne doit plus être l'aspect central de la chambre. On ne vit pas dans une chambre, on vit dans un logement. Donc demain, il ne faudra plus parler de chambre en EHPAD, il faudra parler de logement. En moyenne, une personne âgée qui vit chez elle vit en moyenne 60 mètres carrés par personne. Le lendemain, vous la mettez dans une chambre d'EHPAD de 20 mètres carrés et vous lui expliquez qu'elle est toujours chez elle. Non, c'est pas possible ça. Ça, c'est la fiction. Donc, demain, inéluctablement, et quel qu'en soit le coût, les personnes demanderont des chambres ou des logements en EHPAD d'au moins 30 mètres carrés, quitte à réduire les locaux collectifs qui sont de moins en moins nombreux, parce qu'il n'y a plus maintenant des salles à manger avec 80 personnes, ça n'existe plus, il y a des petites unités de vie. Bon. Et puis, enfin, un EHPAD évidemment ouvert vers l'extérieur. Ça, c'est à la fois le troisième objectif qu'on se fixe dans ce document, c'est ce qu'on appelle l'EHPAD plateforme. L'EHPAD est une chance pour l'aménagement du territoire dans ce pays. Il y a 7000 EHPAD. Et on vient de calculer que 75% des personnes ont un EHPAD à moins de 5 km de chez eux. Donc, il y a, parmi les atouts de l'EHPAD, il y a ce maillage territorial qui est très fort partout sur le territoire. Donc, profitons-en. L'EHPAD doit être un centre de ressources. L'EHPAD ne doit plus être 4 murs avec 80 personnes à l'intérieur qu'on ne voit jamais. L'EHPAD doit être ouvert vers l'extérieur, fournir des services à l'extérieur, fournir des services à des gens de l'extérieur qui viennent vers l'EHPAD, restauration, animation, visite de prévention, exercice physique et adapté et activité physique adaptée. De la même façon que la CNSA, par exemple, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, vient de lancer cet automne un appel à projet pour créer des tiers-lieux dans les EHPAD. 350 EHPAD ont répondu à l'appel d'offres. Vous voyez, comme quoi les EHPAD sont mûrs aujourd'hui pour ça.
Ils ont compris que la vie devait désormais se tourner justement vers la ville. Et que l'EHPAD, c'est plus un établissement médico-social fermé sur lui-même. Voilà, je m'en arrête là parce que je crois que ça s'agite à côté de moi en m'expliquant que tout ce que je dis est absolument passionnant, mais qu'il y a une limite à tout. Donc, voilà ce que j'ai voulu vous raconter. Les vieux de demain ne seront pas les mêmes, en termes quantitatifs et en termes qualitatifs, j'allais dire. Il va falloir adapter leur logement, leur chez-soi pourra prendre des formes différentes. Ils vivront dans une ville qui doit être bienveillante et accessible. Et pour ceux qui ne peuvent pas, entre guillemets, échapper à l'EHPAD, eh bien, y compris là, l'EHPAD devra changer. Voilà un peu le cahier des charges de ce que je crois être des objectifs absolument passionnants pour les 10-15 prochaines années. Merci beaucoup, cher Luc. Merci pour cette entrée en matière absolument passionnante. Je vais sans attendre vous la réfléchir, comme vous voulez. Et puis il faut la voir en même temps. Je vais sans attendre passer directement la parole à Myriam Chaveni, donc qui est architecte dans l'agence qui s'appelle aujourd'hui New South, qui s'appelait TXKL il y a quelques temps, qui est une jeune agence qui a un petit peu qui a obtenu déjà quelques prix des meilleures jeunes agences parisiennes. Enfin voilà, il y a un petit palmarès déjà. Et puis Myriam a aussi travaillé avec ses associés sur la question de la vieillesse. Et elle a écrit un rapport qui s'appelle Le printemps de l'hiver, qui a été commandité par la Maison de l'Architecture, dans laquelle elle a essayé de faire un répertoire, un atlas de situations spatiales existantes, d'architectes qui ont déjà travaillé sur la question, et ça lui a permis comme ça de défricher un peu le sujet de l'adaptation du logement et plus généralement de la ville pour les personnes âgées. Donc je lui passe la parole directement. Et puis le document est déjà ouvert ici. Je vais le partager. Je vais le faire. Tu veux le partager tout de suite? C'est bisous. Oui, alors bonjour à toutes et tous. J'ai enlevé mon masque le temps de la présentation. Alors merci à Luc Broussy pour cette première partie qui me permet de rentrer dans le vif du sujet. Je pense que ce que je vais essayer de faire en fait, c'est d'illustrer les différents points déjà évoqués. L'étude qui a été portée par la Maison de l'Architecture donc entre 2019 et 2020, qui s'intitule Le printemps de l'hiver, elle a pour objectif de penser la ville en partant des personnes âgées, en partant de leur corps, de leurs attentes, de leur manière d'habiter, et d'essayer de comprendre quels sont et quels seront les différents standards de logement pour cette génération, et quel modèle économique est-ce qu'on peut envisager, les services dédiés, et je vais tenter d'apporter des illustrations à ces différents points. Un petit mot, c'est que cette étude a été lancée fin 2019, elle a pris fin en 2021, ce qui signifie que la pandémie que nous traversons actuellement a affecté et a apporté d'ailleurs un éclairage particulier au développement de cette étude, notamment auprès des seniors qui constituaient notre panel de recherche principal et initial. Le cadre de cette étude, c'est l'Île-de-France. On reste sur le territoire national pour l'ensemble des opérations qu'on va étudier. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par une approche des personnes, des individus, des usagères et usagers qu'on est allé rencontrer pour essayer de faire émerger et leurs attentes et leur parcours résidentiel. Puis quelques regards d'experts. Donc quel est l'état des savoirs, des débats, mais également quelles sont les initiatives et les formes d'innovation qui existent déjà aujourd'hui sur ces questions-là. Et enfin, un panorama, un état des lieux, des projets innovants, et j'essayerai d'attirer votre attention sur différents éléments, différents aspects qui nous semblent particulièrement intéressants dans chacun de ces projets. Donc tout d'abord, la rencontre de ces seniors. Pourquoi ? Parce que déjà, il s'agissait de sortir de la vieillesse comme cette perception d'une perte de capacité. Le niveau d'autonomie des plus de 60 ans en France, il est mesuré administrativement avec la grille Agir qui se base sur 10 activités corporelles et mentales.
dite activité discriminante, et cette activité domestique et sociale, dite activité illustrative. Donc on a cette échelle qui permet un peu d'objectiver la perte d'autonomie. Chaque personne est associée donc à ce groupe ISO-ressources, GIR, qui est indicé de 6 à 1, le 1 correspondant au plus haut niveau de dépendance. Donc là, le but était de faire sortir à partir de ces entretiens la diversité des profils des seniors et des attentes au-delà de cette forme de critères basés sur la perte d'autonomie. On a établi 7 critères d'évaluation afin d'essayer d'établir une forme de comparatif des différents profils rencontrés. Tout d'abord, il y a la question des moyens financiers. Qu'est-ce qu'on peut se permettre de faire ou est-ce qu'on peut se permettre de déménager? Les relations sociales, quel est le besoin d'entretenir des liens physiques, qui dépend évidemment d'un individu à l'autre. La capacité à utiliser les nouvelles technologies, qui est également déterminante dans la capacité à maintenir un contact avec sa famille, à établir et à réaliser ses démarches administratives et à rester en contact avec le monde de manière plus générale. Et l'attachement au passé, donc le degré d'attachement aux objets, le degré d'attachement à un territoire. Et enfin, les capacités physiques et cognitives qui sont liées évidemment à la fois à ces capacités d'autonomie physique, mais également l'accès au transport en commun qui permet de pallier la perte de motricité. Donc je vais commencer par Yvette Tafani, qui a 69 ans, qu'on a rencontrée à Sainte-Geneviève-des-Bois, qui est propriétaire d'un pavillon dans lequel elle a élevé l'ensemble de sa famille. Aujourd'hui, c'est un domicile qui est vide. Et là, la question, donc c'est une 68arde assumée, baroudeuse, qui affirme un fort attachement en fait à ce territoire. Mais c'est aussi une personne qui est limitée par ses moyens. C'est quelqu'un qui donc se retrouve, ici vous avez un plan de son domicile, c'est une maison de 2 étages qui n'est pas adaptée à une perte de motricité. Donc il y a une difficulté sur la question des entretiens qui se pose d'année en année. Et parallèlement, on a aussi une mobilité qui se fait entre son domicile en 2e couronne parisienne et Paris, où elle réalise des gardes d'enfants afin de maintenir une rentrée d'argent complémentaire à sa retraite qu'elle estime insuffisante. Donc Yvette a ses besoins de liberté, ce qu'évoquait Luc Broussy, c'est pas après avoir fait 68 qu'aujourd'hui elle est prête à rentrer en EHPAD. Donc elle recherche à la fois cette autonomie tout en bataillant avec les limites matérielles qui sont celles de sa réalité économique aujourd'hui. Sophie de Jocasse a une situation à l'opposé. C'est une femme qui habite à Paris, dans le 11e arrondissement. Elle a 73 ans. Elle est retraitée depuis 15 ans. Et elle est très indépendante, elle aussi. Elle est en couple non cohabitant depuis 25 ans. Donc elle est en mesure d'avoir un logement de manière autonome. Son compagnon a également son propre logement. Et elle compose entre ses propres habitudes dans son quartier avec ses voisins également. Donc elle a progressivement étendu son cercle relationnel de son domicile où elle reçoit régulièrement ses enfants à son palier et à sa cage d'escalier. Et progressivement, donc, ce territoire s'est également tissé au niveau de cet immeuble. Elle est également à proximité de 5 lignes de métro et de bus. Elle fait la destination d'être une destination pour ses proches. C'est quelque chose d'assumé. Si elle veut que ses petits-enfants viennent lui rendre visite, elle assume qu'il faut qu'elle soit la grand-mère la plus accessible. Ce qui est intéressant également avec Sophie, c'est les traces de son passé. Donc ici, on a un plan de son logement. Alors, on a établi une espèce de gradation entre le orange qui décrit le niveau, on va dire, de partage de ces espaces. Donc on est sur des espaces plus ou moins mis en commun. Et en bleu, des espaces plus ou moins privatifs. Donc on a à la fois cette cage d'escalier qui est presque une extension de son domicile. On a son entrée qui distribue l'ensemble de son logement, qui est centrale, où on trouve un carrelage,
c'est pas un carrelage, c'est de la pierre, mais une pierre à cabochon qui rappelle sa maison de campagne, d'où elle venait avant de déménager dans cet appartement. Et au niveau de sa cuisine, elle a également rapporté le carrelage de son ancienne maison qui était au sol et qu'elle a accroché au niveau du mur de sa cuisine. Donc on trouve des façons d'adapter son logement qui ne sont pas nécessairement exclusivement sur les questions d'autonomie, mais aussi des manières d'amener des traces de son passé dans ce nouveau logement, dans ce nouveau chez-soi. Sylvie Bala-Vertalier a 66 ans, c'est une jeune retraitée, ça fait 1 an qu'elle est à la retraite. Elle était médecin et la retraite qu'elle vit est assez, à ce stade, peu épanouissante. La manière dont elle l'a décrit, c'est justement à travers ce spectre de la transformation qui a été mal anticipée. La vitesse, elle estime que tout a changé extrêmement vite. Il n'y a pas vraiment eu de projection pendant sa vie d'active sur le passage à sa vie de retraitée. Et donc elle est dans une espèce d'entre-deux où elle a déménagé de sa maison vers une banlieue limitrophe de Paris, donc à Montrouge, parce qu'il y avait ce désir de rester près de la vie métropolitaine, également accessible en métro, mais en même temps une absence de réflexion sur ce qu'il se passait dans cette transition. Donc ce qu'on retrouve aujourd'hui chez elle, c'est énormément d'objets, énormément de tableaux qui s'accumulent sur les murs, qui sont autant de symboles de son attachement à sa vie d'avant, auquel elle décrit un très grand attachement. Mais on observe aussi une espèce de mue qui est peu contrôlée, qui est vécue avec violence, dans un logement qui est plus réduit, qui reste somme toute très, très confortable. Il s'agit de 55 mètres carrés, mais une difficulté de faire correspondre cette nouvelle surface à l'accumulation d'objets qui a été ramenée de ce premier logement. Ginette Fransquin, elle a 72 ans, ça fait 10 ans qu'elle est retraitée. Elle a pris le temps de s'insérer dans son quartier. La contrainte qu'elle a, c'est cette perte d'autonomie qui arrive progressivement. Mais elle a un fort attachement à cet appartement et elle refuse de le quitter. Donc un peu à l'image de la quasi-totalité des seniors interrogés, il y a cette volonté de rester chez soi qu'on entend donc à chaque fois. Donc son chez-soi, la chambre d'enfance est devenue la chambre d'amis. D'ailleurs, elle en a 2. Elle reçoit également beaucoup ses petits-enfants, donc elle refuse de déménager de manière à pouvoir continuer d'accueillir ses petits-enfants à domicile. Et en même temps, elle reste très attachée à son indépendance. Et sa propre chambre est accessible via un sas qui lui permet vraiment d'avoir énormément d'intimité, même quand elle reçoit, et même quand elle est dans des situations de cohabitation avec des invités temporaires. Ici, Ginette, là où elle nous interpellait, c'est qu'elle a ce lien avec un voisin au rez-de-chaussée, la volonté d'échanger les logements entre son logement au 3e étage et cet appartement au rez-de-chaussée. La difficulté, c'est qu'elle est propriétaire et ce voisin est locataire. Donc la difficulté à trouver aussi des mécanismes pour avoir des effets un peu d'échange, de balance, complexifie également ces questions-là. Donc, suite à ces rencontres avec des seniors, on a voulu un peu enrichir notre regard de différents profils d'experts. Donc, on a à la fois des sociologues, des élus, des entrepreneurs, des associations et des entreprises qui sont toutes engagées sur les questions liées au vieillissement. Et ces entretiens, ils font écho aux constats établis précédemment par les seniors. Donc on établit 7 champs d'action, là encore, pour essayer d'objectiver toutes ces informations, tous ces regards. Il y a la question de l'adaptation de l'offre à la demande, favoriser le maintien d'un écosystème, donc c'est un écosystème généralement qui est relationnel, l'accompagnement moral,
la question de l'appropriation du lieu de vie, de l'accompagnement de cette appropriation, la valorisation de la citoyenneté, et on reviendra sur cette question-là, évidemment donner accès aux services et aux soins, et enfin faciliter les mobilités. Alors je ne vais pas vous faire un tour de l'ensemble de ces experts, et je vous invite à regarder cette étude plus en détail si ces informations vous intéressent, mais un tour de 5 points de vue et 5 approches qui nous éclairent chacune sur les possibilités offertes pour la ville de demain sur ces questions de vieillissement. Alors il y a déjà Benjamin Aubry qui est lui un entrepreneur qui ne se spécialise pas spécifiquement sur la question du vieillissement, mais qui porte un projet avec des conséquences immédiates, qui est la structure Yudo, une start-up qui accompagne les propriétaires de terrain dans leurs projets d'autopromotion. Alors il y a plusieurs aspects qui font que ce dispositif est intéressant pour les seniors. D'abord parce qu'il y a une crise du logement aujourd'hui en Île-de-France qui est liée au nombre limité de terrains disponibles. Et parallèlement, on n'a jamais eu autant de petits propriétaires de terrains pavillonnaires. Donc un propriétaire sur deux a plus de 55 ans et sera donc à la retraite dans 10 ans. Donc ce dispositif qui accompagne l'autopromotion des petits propriétaires est donc une possibilité de complément de revenus pour des foyers vieillissants. Ensuite, il y a la possibilité de faire évoluer le bâti dans ces zones pavillonnaires. Le vieillissement des foyers, il a un impact sur le logement, on l'a vu, donc les enfants partent, la configuration, les usages de ce logement se transforment, et du coup, une maison sur deux est en état de sous-occupation. Donc les enfants sont partis, on se retrouve seul dans la maison, ce qui génère de nouveaux besoins. Une grande partie de la production de logements actuels se fait de façon non planifiée, par démolition et reconstruction successives, par division parcellaire, mais également par division à l'intérieur des pavillons. Donc c'est aussi des transformations qui sont un peu invisibles. Ce que fait Yudo, c'est de proposer de transformer ces transformations en amont comme autant d'opportunités de mise aux normes de l'habitat. Par exemple, à l'occasion d'une rénovation énergétique. Et avec la redistribution des pièces pour répondre aux besoins d'une population vieillissante. Par exemple, une unité de vie complète au rez-de-chaussée qui permettra d'accueillir les besoins au fur et à mesure de la perte d'autonomie. Donc cette transformation dans le tissu existant, elle nous permet d'imaginer l'émergence d'un nouveau type d'habitat alternatif, qui n'est pas institutionnel, qui n'est pas centralisé, mais qui se multiplie à travers le bourgeonnement d'initiatives individuelles et la mise en capacité de ces territoires. Donc la création de nouveaux logements sur une même parcelle, elle ouvre des perspectives d'habitat collectif alternatif, parce qu'on va pouvoir potentiellement cohabiter au sein d'une même parcelle. Alors, il y a un bémol à ça, c'est que l'idéal du partage, c'est pas une évidence. C'est un idéal qui nous semble à tous tout à fait honorable, mais ça varie évidemment en fonction des individus et de leur tolérance ou non à la présence d'autres individus. Donc beaucoup préfèrent favoriser une grande indépendance. Et ce qu'on observe, c'est que souvent, ce sont les contraintes de la réglementation qui poussent à créer des espaces partagés ou mutualisés. Donc le dispositif que propose Yudo reprend le principe des faubourgs, avec la création de petits immeubles par de petits propriétaires, amenés à terme à devenir des copropriétés. Enfin, c'est aussi une vraie question sur la question de la transmission. Donc aujourd'hui, on a plus de 50% des propriétaires qui ont plus de 55 ans. L'accès à la propriété n'est pas le même pour tous et toutes. Donc le vieillissement de la population, c'est aussi l'occasion de fabriquer une ville plus juste en introduisant de la convivialité au sein de ces quartiers périurbains qui sont originellement construits autour d'une idéologie pavillonnaire très individualiste en amenant justement de l'habitat partagé sur ces parcelles qui étaient initialement individuelles. Alors, Mélissa Petit, c'est une sociologue qui est spécialisée sur les questions de vieillissement, qui a fondé et qui dirige Mixing Generation, un bureau d'études et de conseils autour de ces questions. Et elle nous interpelle sur la question du départ à la retraite comme point de bascule. Donc ce qu'on voyait avec
avec Sylvie, donc une des seniors citées précédemment, c'était que le manque d'anticipation de ce point de bascule avait généré énormément de difficultés, même avec des moyens financiers qui permettaient un choix, somme toute, conséquent en termes de seconde résidence, mais également en pleine capacité et en pleine autonomie. Donc le problème, au fond, ce n'est pas seulement la perte d'autonomie, mais aussi la façon dont on anticipe, dont on visualise, dont on crée un imaginaire qui nous permet d'accueillir et d'opérer cette transformation. Mélissa Petit, elle nous interpelle aussi sur des clichés qu'il faut encore remettre à jour aujourd'hui, notamment où déménagent les seniors. Donc la plupart des études montrent que les retraités réintègrent le centre-bourg. Quand on vit en milieu rural ou périurbain, loin des centres, il est difficile de circuler, d'avoir accès à des services. Donc la question des commerces de proximité, la question de la mobilité sont absolument centraux et les retraités ne s'y trompent pas. Dans le cas des métropoles, on observe un autre phénomène. C'est certaines personnes qui habitaient à Paris en Île-de-France qui repartent dans leur ville ou territoire d'origine, lorsqu'il y a eu ce mouvement, en fait, dans le cadre de leur vie professionnelle. Donc Mélissa Petit, elle fait un plaidoyer pour une offre plurielle, pour des résidences seniors qui puissent répondre à la pluralité de ces profils, mais également l'émergence d'autres dispositifs, dont Benjamin Aubry, l'exemple cité précédemment, pourrait être une des illustrations. Donc l'idée maîtresse restant que nous n'avons pas des individualités identiques, mais bien une multiplicité de profils, et que c'est la même richesse en termes d'offres qu'on doit retrouver juste en face. Alors, Dominique Thierry, lui, nous emmène plutôt sur le terrain donc, associatif. Lui a cofondé France Bénévolat, dont il est président d'honneur. Et c'est une association qui promeut l'engagement bénévole associatif et qui se spécialise autour des questions d'habitat intergénérationnel. Donc, ce concept d'habitat intergénérationnel est souvent appelé de ses voeux. Il y a de nombreux projets qui se basent sur cet idéal, mais évidemment, il n'est pas si simple à mettre en place. Et l'une des difficultés, c'est la question de l'accompagnement. Donc Dominique Thierry, il observe que la France a pas mal de retard par rapport à l'Allemagne sur la mise en place de ce type de dispositif. Mais également, il nous amène à réfléchir à différents types de modèles sous cette appellation un petit peu générale. Donc par exemple, dans du parc immobilier existant, le travail à mener, ça va être d'aller voir les individus et d'essayer de convaincre et d'accompagner la transformation, le déplacement, le déménagement des personnes âgées qui habitent seules, notamment dans des logements qui sont majoritairement vides, et d'accepter soit de cohabiter avec des personnes jeunes qui peuvent leur payer une location à prix modeste ou rendre des services. Tout ça étant des choses qu'il faut établir en avance, car les accords définis en amont, quelque peu officialisés, permettent bien d'éviter bien des déconvenues une fois que la cohabitation est engagée. Donc ce concept, il est simple en apparence, mais il nécessite énormément de travail, de démarchage, de dialogue, et un changement également des représentations qui peuvent être parfois négatives des seniors à l'égard des plus jeunes, et du bruit concrètement, et des nuisances que ces derniers peuvent créer. Donc faire de l'habitat intergénérationnel lors d'une réhabilitation et d'une construction neuve, c'est pas exactement la même chose. Dans le cadre d'une construction neuve, là on va anticiper les choses un peu différemment. Il va y avoir un cadre spatial à anticiper afin de faire en sorte que les espaces pensés correspondent à cette cohabitation et permettent en tout cas d'offrir le cadre qui permettent à ces cohabitations de se déployer. Donc, qu'est-ce qu'on va partager? Donc, quelques exemples qu'on illustrera par la suite dans le cadre de quelques projets.
Alors c'est plusieurs choses, il y a évidemment des espaces communs, donc ça va être de l'espace matériel, ça va être des jardins, des salles communes, des salles de sport, des restaurants, etc. Des ateliers, mais ça va être aussi des activités, donc on va aussi avoir de l'immatériel, des choses qui peuvent avoir lieu à différents moments de la journée, donc il y a aussi une notion de temporalité qu'il faut prendre en compte et non pas rester dans une dynamique d'espace monofonctionnel cloisonné, mais plutôt aussi dans des dynamiques et une mobilité, une fluidité dans l'usage et dans cette notion de cohabitation. Donc la façon dont Dominique Thierry résume ça, c'est une idée d'écosystème, donc concevoir des écosystèmes qui sont des écosystèmes à la fois relationnels et spatiaux. Alors, un exemple d'habitat inclusif, de résidence spécialisée, c'est celle qui est portée par Stéphane Sauvé et Didier Méric pour la start-up Rainbold Society, qui est à l'initiative d'un habitat senior à destination des personnes LGBT et qui réalise ça à l'appui d'un collectif de seniors qui s'appelle Les Audacieux. Donc ce projet s'appelle la Maison de la Diversité. Il est destiné aux seniors autonomes ou faiblement fragilisés. Et il s'adresse à une population LGBT qui partage les mêmes valeurs d'entraide, mais aussi les mêmes besoins et qui exprime les mêmes besoins. Et une volonté de co-construction et de rassemblement au sein d'un même habitat. Au-delà du lieu, il s'agit aussi d'imaginer un mode de vie. Alors cette offre spécifique, elle se fait pour une population spécifique. Donc ça part d'une série de constats. Sur 1 million de seniors identifiés LGBT, ils sont 65% à vivre seuls et seulement 10% d'entre eux ont des enfants, ce qui réduit considérablement la possibilité d'une aide familiale. Il s'agit également d'une population qui est visée par des discriminations spécifiques, qui connaît un taux de suicide 2 à 7 fois supérieur à celui des seniors hétérosexuels cisgenres. Il y a d'autres problématiques qui sont évoquées par Stéphane Sauvé et Didier Méric, et notamment en matière de santé, comme les questions du bien vieillir avec le VIH ou l'hormonothérapie. Donc ça, ce sont des choses qui sont des constats sur lesquels se base cette association pour essayer de penser un habitat qui va être adapté, mais essayer également de le co-créer en amont. Donc on part de ce besoin pour formuler une réponse spatiale plutôt que d'être dans un système inverse où on conçoit le projet et par la suite on trouve les résidents. Donc ça fait 2 ans qu'ils travaillent sur cette co-création et ce qu'ils ont imaginé, c'est de dimensionner un projet somme toute modeste avec une dizaine de logements, avec une pièce en plus qui sert à la fois d'appartements pour amis, mais également de chambres pour aidants. Donc on a une espèce de pièce en plus tournante qui permet à chacun d'accueillir une personne en plus au sein de cet habitat. Et on a une personne salariée qui accompagne le fonctionnement de cette colocation et de cette communauté également de manière un peu formelle, s'assurer que chacun prenne part également au fonctionnement de cette communauté. Chacun doit participer à nettoyer la buanderie. Il y a un certain nombre de tâches qui sont associées au fait d'habiter en communauté. Il ne s'agit pas simplement d'habiter au même endroit, mais également d'avoir un certain nombre de responsabilités, de devoirs qui vont avec la jouissance de ce lieu. Il y a un détail également qui a son importance, c'est la présence de la population LGBT française largement francilienne, donc en Île-de-France. Et pourquoi ? Parce qu'il y a toujours cette question de la mobilité et du besoin de rester à proximité de services accessibles, qui est une question qui s'applique à tous les seniors, mais qui est un facteur particulièrement crucial plus le nombre de facteurs fragilisants s'accumule. Alors, Sonia Lavadino, c'est une anthropologue qui nous donne un autre éclairage qui est celui de la marchabilité
et de la mobilité. Donc on a parlé de la mobilité à l'échelle du territoire, mais il y a également cette mobilité à l'échelle des corps humains. Étant donné qu'on est bipède, Sonia Lavadino nous interpelle sur le fait qu'on doit penser à partir de cette position, debout, donc sur deux pieds, et des vitesses, des différentes vitesses à travers lesquelles on se déplace dans la ville. Donc le concept de supermanzana, il a été inventé par Salvador Rueda à Barcelone, et il consiste à libérer les cœurs de quartier de l'emprise des voitures. Donc Sonia Lavadino pousse cette idée pour essayer d'envisager des villes où différents types de mobilité pourraient cohabiter. On reste un peu dans cette idée de la ville du quart d'heure et essayer de favoriser la mobilité, l'enrichissement de ce premier kilomètre, de ce premier quart d'heure autour de chacun, autour du domicile de chacun. Et donc cette question de la vitesse, elle se pose d'autant plus que notre propre capacité de mobilité s'amenuise. Donc Luc Broussy évoquait la question des bandes, la nécessité d'avoir des points de pause à mesure que le corps s'affaiblit pour réaliser les mêmes parcours qu'il y a 10 ou 20 ans. Donc essayer d'introduire ce raisonnement en mètres carrés heureux à l'échelle urbaine et de cet enrichissement de l'espace public nous semble être un des éclairages particulièrement intéressants de cette experte. Tu me dis en termes de timing 5-10 minutes. Parfait. Alors, je vais finir sur Jérôme Coumet, qui est le maire du 13e arrondissement, et qui là nous donne le point de vue d'un élu. Alors, c'est un élu avec une démographie un peu particulière, puisque le 13e arrondissement, il y a une surreprésentation à la fois de jeunes et de personnes seniors. Donc, on a 20% de 60 à 79 ans. Alors, il y a plusieurs choses qu'il évoque. D'abord, c'est l'implication, en fait, de ces seniors dans la vie de la cité. Donc, loin de cette idée de no worker, ou en tout cas de personnes inactives, il y a plutôt une forte présence au sein des associations, au sein des conseils municipaux. Il y a une présence en fait active dans l'animation de la ville. Et au niveau de la démocratie locale, ça a une importance particulière, notamment en termes de représentation de ces populations et des politiques qui vont en suivre. Donc les actions à destination des seniors, elles vont se situer pour, en tout cas, les responsabilités qu'un élu local va identifier. Ça va être évidemment essayer d'éviter le fait d'être seul. Je n'ai plus, la solitude, voilà, la solitude. Oui, mais il se fait tard. Donc la solitude de ces individus. Mais ça va être aussi de commencer à réfléchir l'aménagement en fait des logements et l'une des difficultés auxquelles se confronte l'ensemble des municipalités, c'est le vieillissement des populations au sein du parc d'habitat social et les possibilités de transformation. En tout cas, de quelle manière est-ce qu'on accompagne ça ? Mais aussi, les crises de logement, elles ne peuvent pas se régler arrondissement par arrondissement. Donc, il y a aussi les responsabilités de dispositifs comme la métropole du Grand Paris, de synergie à trouver entre les territoires, entre les communes, de manière à porter ces besoins avec des logiques de vases communicants et non pas de manière cloisonnée. Donc, il y a quelques expérimentations autour du logement qui ont été réalisées dans le 13e arrondissement. Il y a des expérimentations de logement intergénérationnel avec notamment une sorte de droit de préemption interne à un immeuble qui imaginait de manière à vendre une pièce à son voisin un peu plus facilement. Et le noyau d'un immeuble qui a été pensé de manière à ce que les appartements puissent transmettre une pièce d'un appartement à l'autre de manière plus aisée. Donc cette idée aussi d'adaptabilité et de transformation dans le temps. Il y a aussi la transformation des bureaux en logements, ça c'est un grand sujet à Paris, et le fait d'imposer en amont, dans la construction de ces bureaux, cette adaptation à l'avenir.
Donc voilà, je vais finir là-dessus et enchaîner tout de suite sur la question spatiale. Donc les offres qu'on a aujourd'hui à destination des seniors sont extrêmement nombreuses. Donc on part de l'habitat autonome jusqu'à l'établissement médicalisé. Donc on a un peu un curseur en fonction de l'autonomie, mais c'est également un curseur qui va être en fonction de la dimension et du niveau, on va dire, de partage des services et de l'habitat. Donc il va y avoir le rester chez soi, mais dans le rester chez soi, il y a énormément de réalités. Il y a le domicile qu'on va transformer, il y a également le logement en famille, donc on va emménager de manière intergénérationnelle, mais au sein d'une même structure familiale, et ça va jusqu'aux colocations avec intergénérationnelles, donc avec des étudiants, etc., des types d'habitats solidaires, donc ce que je citais précédemment, avec ces habitats communautaires, les résidences services seniors qui s'adressent à des personnes qui ne sont pas en perte d'autonomie complète, et on va finir jusqu'à l'EHPAD qui est un peu l'établissement médicalisé qui permet un accompagnement total. Donc on a passé 11 opérations à la loupe. Je ne vais pas vous parler des 11 opérations, mais je vais essayer de vous donner un petit panorama d'initiatives qui nous semblent assez intéressantes. Donc il y a ce projet qui est l'adaptation d'une maison, donc dans une zone pavillonnaire. C'est une femme qui est à l'aube de sa retraite, qui a décidé de transformer son logement de manière à rajouter 2 appartements étudiants. Donc le rez-de-chaussée est partagé, la cuisine et le salon sont des espaces partagés. La cage d'escalier, en revanche, sert d'espace tampon entre ce qu'on a en bleu, qui est donc le logement de la propriétaire, et de l'autre côté, 2 appartements étudiants. Donc ça, c'est une opération qui a été réalisée avec le dispositif UDO, donc d'accompagnement à la promotion immobilière pour les particuliers. Et on voit la manière dont ici, ça illustre la possibilité de créer une forme d'habitat intergénérationnel, alors que la volonté initiale est tout simplement un complément de revenu à l'aube de la retraite. Alors, ces projets-là, il faut qu'ils soient également pensés avec l'espace public en tête. Donc, ce projet de revitalisation d'un centre-bourg nous semble particulièrement intéressant à ce sujet, puisqu'il va venir réanimer un centre-ville en introduisant une mixité d'usages, de commerce et de population. Donc concrètement, on va créer 4 logements seniors, mais au passage, on va également repenser l'espace public, le rendre accessible, la façon dont les commerces vont cohabiter avec ces espaces, avec ces logements seniors. Et donc, plutôt que de penser simplement à l'échelle de l'habitat, ici, le cadre et le cahier des charges permettaient véritablement d'envisager une opération transformative et tout à fait intéressante dans la façon dont ça traite également la question de l'espace public. Alors, la maison des Baba Yagas, c'est une opération assez connue, assez symbolique de ce que c'est que l'habitat solidaire et inclusif. Concrètement, ça a été un peu une des premières expérimentations en ce sens en Île-de-France. Donc c'est un projet qui est à Montreuil. Et donc c'est une maison un habitat solidaire qui est à destination exclusivement de femmes seniors qui font le choix d'habiter ensemble. Donc la population initiale qui est à l'origine du projet a été par la suite remplacée par une nouvelle génération de résidentes. Et on trouve ici donc des logements en T1, T2 et des espaces partagés au niveau du rez-de-chaussée. Donc sur 25 logements, il y a seulement 4 qui ont des surfaces de 44 mètres carrés, le reste c'est plutôt 30 à 37 mètres carrés. On n'est pas non plus sur une opération totalement exemplaire en termes d'accès aux espaces extérieurs, puisque la totalité des logements n'a pas nécessairement accès à des espaces extérieurs. Donc c'est un des premiers du genre, mais nous on émet une réserve sur le champ d'innovation possible d'un point de vue spatial depuis sa réalisation.
Alors, la résidence autonomie Stéphane Hessel, ici, c'est plutôt la tentative d'essayer de créer une espèce de village avec différents types de pans de toiture, de manière à ce que chaque résident reconnaisse son logement sur la base du dessin de la toiture. Donc on est sur ce parti pris d'avoir des maisons mitoyennes. On est dans le nord de la France, en région, en zone semi-rurale. Et cet habitat est concrètement autonome, se pense un peu comme un village. Donc en termes d'accessibilité, on est plutôt sur une île. Mais cet habitat est intéressant sur la gradation en fait d'espaces partagés entre les venelles publiques, ces jardins qui sont connectés aux venelles et ces maisons qui sont totalement autonomes. Et il me semble que je vais finir sur cette opération-là. Donc là, on est sur une opération qui a été portée par une commune, qui est la transformation d'une ancienne ferme. On est sur une zone rurale, très peu de moyens. Donc personne ne s'attendait vraiment à un projet exemplaire. Et finalement, ce qu'ils ont réalisé, c'est un logement intergénérationnel en créant une réhabilitation d'une ferme existante avec au rez-de-chaussée 3 logements seniors et à l'étage 2 duplex à destination de familles. Et ici, on a de nouveau cette illustration de la possibilité offerte par la réhabilitation pour la mise en œuvre en fait, d'habitats innovants et intergénérationnels. En conclusion, j'aurais envie tout simplement de me tourner vers Luc Broussy et de répéter très rapidement les éléments qu'il a évoqués. Il y a un premier aspect qui est la question alors, un besoin de se réinventer, c'est quoi? C'est déjà, en fait, de faire le bilan de cette transformation. Donc, l'anticipation de ce passage de la vie d'actif à la retraite. Et ce que ça implique dans les rythmes, dans les écosystèmes relationnels, mais aussi dans les besoins qui vont venir ici. Donc là, on est presque sur un accompagnement qui est individuel, mais aussi une prise de conscience qui doit se faire de manière individuelle. C'est également essayer de favoriser l'acceptation de cette transition avec un accompagnement et une sensibilisation qui doit être généralisée au niveau de la société. On peut également accompagner ce passage-là avec des opérations d'habitat qui favorisent les regroupements et cette idée de transition, c'est-à-dire que on a tous des parcours résidentiels. Le nombre d'étapes dans ce parcours résidentiel reste à déterminer. De quelle manière est-ce qu'on envisage ce passage de la vie d'actif à la vie de senior, sachant que celle-ci recouvre des réalités très différentes et des besoins qui vont évoluer évidemment de 60 à 80, 90 ans. Ça ne sera évidemment pas exactement les mêmes besoins. Il y a la question de l'habitat. La façon dont on va traiter cet habitat comme solution à la fois les notions d'adaptation et d'adaptabilité du logement, mais également de l'accepter, la transition vers un nouveau type de chez-soi. Donc je ne reviendrai pas sur les exemples déjà cités précédemment, mais un besoin en tout cas qui est indéniable, qui est d'intégrer les usagers de plus en plus dans la conception, dans les phases de conception des logements collectifs et des établissements adaptés qui leur sont destinés. Et enfin, finir sur la question du territoire, de la manière dont l'espace public se doit d'accompagner ces opérations. On pourra penser les habitats les plus adaptés possibles si l'environnement urbain ne suit pas et n'accompagne pas ces questions de mobilité. On se retrouvera avec les mêmes situations d'isolation et de difficultés qu'on a aujourd'hui. Donc je vous remercie pour votre attention et je vous invite... Alors attendez, je vais mettre le partage de connexion. Voilà, Luc, est-ce que vous souhaitez revenir à la table pour quelques instants? Peut-être ici, je vais mettre l'ordi comme ça je vais vous mettre tous les deux dans le champ, quitte à m'extraire un petit peu de l'image, c'est pas grave.
Merci à tous les deux, c'était passionnant. Vous avez occupé une très grosse partie de notre créneau horaire avec vos interventions, donc c'est très bien. Avant de laisser la parole à quelques-uns, euh, on est tous habitués au fait que c'est difficile de prendre la parole dans ces configurations. Moi, j'ai simplement une petite question à tous les deux. Vous avez fini votre intervention en parlant du renversement du ratio espace collectif, espace de la chambre, qui est en fait est assez, c'est vrai, assez contre-intuitif. Disons que nous, architectes, ça fait plutôt 20 ans qu'on raconte un peu l'histoire inverse. Pas d'ailleurs pas que dans les EHPAD, dans les logements pour personnes âgées, mais même dans l'hôtellerie. Enfin, il y a un renversement des codes où on a des immenses lobbies, des immenses rooftops et des chambres qui sont plus petites, même dans des hôtels assez luxueux. Euh, du coup, est-ce qu'il y a déjà des mises à l'épreuve de ça? Est-ce qu'il y a déjà des cas où on sent ce basculement vers une autre logique? Que ce soit toi dans ce que tu as vu ou vous dans les... Où on sent qu'il y a... qu'on Non, renverse un peu cette histoire-là. il faut bien comprendre que le document dans lequel on esquisse ces réflexions-là est un document qui est sorti au mois de juin, qui a une vocation, comme n'importe quel think tank, un peu prospective, D'accord. et qu'il ne faut pas compter sur les pouvoirs publics pour avoir... Enfin, il fut un temps où les pouvoirs publics étaient en avance sur la réflexion des professionnels. Là, c'est vraiment l'inverse maintenant, hein. Ils sont vraiment à la traîne. Et donc, c'est de nous que viendront, voilà, de nous tous, hein, je veux dire, bon, de ceux qui réfléchissent, donc non, ce qu'on a marqué là est quelque chose qu'on a largement concerté, pas seulement avec les architectes, mais avec les promoteurs, avec des grands groupes qui sont adhérents chez nous. Et donc, il n'y a pas vraiment pour l'instant, une fois plus, de terrain de, pour mettre ça en œuvre, puisque on est vraiment, il faut bien comprendre, aujourd'hui dans une relative stagnation du nombre de créations d'EHPAD. Aujourd'hui, dès que vous avez des EHPAD qui se construisent, c'est qu'en réalité, c'est des opérations de restructuration généralement. Bon. Donc, non, tout ça va s'infuser au fur et à mesure. Mais je pense qu'effectivement, il s'agit d'un vrai. Moi, je me rappelle, il y a 20 ans, quand on a établi, là, pour le coup, un vrai cahier des charges, au moment où finalement, on est passé des maisons de retraite aux EHPAD, l'argument que je donnais tout à l'heure était vraiment l'argument auquel tout le monde croyait. Bien sûr. Ça sert à rien de faire des grandes chambres, puisqu'ils vont faire leur vie ailleurs. Maintenant, quand vous visitez les EHPAD, vous le voyez bien, vous avez que des espaces vides. Franchement, il y a les grandes salles à manger, alors qu'on a maintenant convenu que les gens ils étaient mieux à leur étage, dans des petites unités de vie, donc les grandes salles à manger elles servent à rien. À quelques spectacles, oui, bon, ouais, ben, ok. Et voilà, et comme vous visitez les EHPAD, vous voyez bien que dans les espaces communs, si c'est pour avoir à l'entrée 5 fauteuils roulants de gens complètement hébétés qui ne bougent pas, et qui regardent les gens passer, on doit pouvoir faire autre chose. Bon, donc voilà, et puis une fois de plus, un EHPAD, c'est un objet vivant qui évolue. Voilà, je crois que. Et il n'y a jamais la vérité révélée. C'est jamais. Voilà, donc, ce qui est vrai en 2000 ne l'est peut-être plus en 2030. Donc, voilà. Donc, moi, je pense que c'est une lame de fond qui. On n'a pas la vérité révélée, donc, mais c'est en ayant discuté avec tous ces acteurs, on pense que c'est vers là qu'il faut aller. La réponse est que c'est déjà mis en œuvre là, oui, maintenant? Non, pas du tout. Pas du tout, parce qu'il va y avoir aussi la logique économique. Hein. Nous, on dit bien, 1 m² supplémentaire d'espace privé, si on ne veut pas effrayer tout le monde, c'est 1 m² de collectif en moins. Parce que si ça se rajoute, plus il y a de mètres carrés, plus ça coûte cher. Les maisons de retraite sont déjà suffisamment chères comme ça. Si c'est juste pour se faire plaisir en mettant, demain c'est 47 mètres carrés pour tout le monde, tout ça est gentil, mais ça n'a aucune conséquence, parce que tout ça sera après beaucoup trop cher pour chacun des résidents. Donc c'est vraiment, oui, à surface équivalente, je pense qu'il faut trouver de nouvelles répartitions. T'as un avis sur le... Alors, je dirais que, évidemment, c'est assez intéressant d'entendre ça, parce qu'évidemment, nous, on a ce raisonnement inverse. Ouais. En réalité, il y a déjà quelques opérations qui l'actent de manière plus ou moins claire, notamment en fait au niveau des couloirs, du traitement des couloirs et de la création, on va dire, d'espaces partagés qui sont somme toute assez réduits, mais qui vont être sur le même étage que le logement, que la chambre, et qui vont avoir un accès sur l'extérieur notamment. Et donc ça, c'est quand même des dispositifs qu'on retrouve de plus en plus, et qui révèlent en fait
aussi la mobilité en fait des personnes concernées, c'est-à-dire qu'il est quand même plus simple de se retrouver à deux trois sur le même palier en effet que d'avoir disons des va-et-vient réguliers sur plusieurs étages. Donc dans le cadre des établissements aussi parce que là on parle de typologie assez spécifique, euh, il va y avoir ce type de dispositif qu'on voit bien. Après, au final, comme on a aussi des formes d'habitat qui vont être de l'ordre du village senior, enfin ça s'exprime pas exactement de la même manière. Est-ce qu'il y a des questions dans la... Allez. Et je travaille sur des questions comme par exemple la prison, donc on a un espace particulier qui a à voir avec l'autonomie et la liberté. Et je m'intéresse vraiment beaucoup à la question de la perte d'autonomie et du vieillissement. Et donc, d'une manière un peu tâtonnante, je me tourne vers cette question-là. Et je trouve que vos exposés sont vraiment très, très éclairants et passionnants, mais vous avez assez peu parlé du mobilier. Et finalement du rapport au corps dans le logement, qui serait de la compétence de l'architecte designer de meubles, de la compétence du kinésithérapeute qui va adapter le corps à ses fonctions. Et ces fonctions sont évidemment en rapport avec qu'est-ce que c'est que continuer d'être soi ou continuer d'être chez soi dans un logement qui peut s'adapter progressivement ou un travail sur le corps qui peut faire qu'on peut continuer à faire telle ou telle chose importante dans le quotidien. Je peux donner l'exemple d'un couple d'environ 85 ans qui vit en milieu rural, qui sont des amis, et la dame, pour elle, c'est important de pouvoir faire à manger. Et il se trouve qu'elle a du mal parce qu'elle a mal au dos, et en discutant avec elle, je me suis rendu compte que tout simplement, elle n'avait pas la chaise adaptée pour rester suffisamment longtemps pour éplucher ses patates pendant que son mari debout cuisine. Et donc elle était étonnée de savoir que le problème c'était la chaise en fait. Ou alors on pourrait considérer le problème dans ce sens-là. Si elle avait un dossier qui permettait qu'elle soit confortable, etc., elle pourrait continuer à éplucher ses patates. Et donc elle était contente de découvrir que oui, elle pouvait continuer à être chez elle en faisant manger comme d'habitude, etc. Mais donc c'est une question de mobilier. Et c'est une question qui naît. Et je pense que dans l'exemple que vous avez donné des 9000 morts qui tombent chez eux et qui meurent par an, je pense qu'il y a là une mine d'informations extrêmement intéressante pour comprendre qu'est-ce qui fait défaut à l'adaptation du logement, voire du mobilier, voire de la connaissance des personnes sur leurs possibilités physiques, donc le travail du kiné, en relation avec le travail du designer de meubles. Donc est-ce que quelqu'un peut continuer à monter sur l'escalier s'il a quelque chose pour se tenir ou je ne sais pas. Donc vous voyez, c'est-à-dire que si on arrivait à prendre ces événements dramatiques, des gens qui tombent comme un matériel pour comprendre qu'est-ce que c'est que l'adaptation au logement, ça serait aussi un peu de l'ordre du design en fait. Vous voyez. Donc en fait, j'étais un peu frustrée de penser que vous n'avez pas mené la réflexion sur le design de meubles, design de l'espace pour des petits objets. Parfois, la personne n'arrive plus à ouvrir un pot de confiture. Enfin, je donne un exemple très bête, hein, mais je pense que ce sont des choses qui peuvent être très énervantes. Quand quelqu'un a envie de manger de la confiture, oui, on peut vous apporter on peut apporter réponse à ça. Vous avez raison, c'est un aspect qui est très important et qui est d'ailleurs beaucoup développé par des structures comme Leroy Merlin Source qui se focalisent en fait vraiment sur cette échelle de l'objet
de la signalétique, on va dire de quelle manière est-ce qu'on va s'accrocher, quel type en effet de siège. Il y a évidemment la transformation des salles de bain, l'adaptation avec des douches à l'italienne, la question de la domotique. Donc c'est vrai que c'est tout un champ, mais qui est assez énorme. Pardon. Bien sûr. Tu peux pleurer. Non, mais pas de. C'est évidemment le design est encore une autre dimension. Après, il faut pas. Nos deux invités n'ont pas toutes les compétences du monde et ne peuvent pas répondre à tout. Tous les compétences. À deux. Non, mais moi je trouvais. Non, mais c'est un complément. Je ne sais pas si les gens ont pu vous entendre, mais c'était passionnant. Donc, moi je plaide pour le fait que, oui, la ministre qui présente dans 15 jours un plan anti-chute, elle va à Toulouse là, pour faire ça. Et ils ont fait des groupes de travail avec des médecins et Santé publique France. Et j'ai dit que c'était dommage, parce que, alors ils ont compris que c'était dommage, mais on embarquera dans un deuxième temps, tant pis, toute l'économie de l'adaptation du logement. Parce qu'effectivement, il y a une économie qui est en train de se créer autour de ça. C'est le Roi Merlin ou Saint-Gobain qui fait les meubles à hauteur variable, c'est les capteurs de chute numériques, c'est tout. Voilà. Santé publique France a mesuré quand même là où on se cassait la figure. Donc on sait maintenant que X% c'est dans la salle de bain, X% c'est on se prend un pied dans le tapis, ça se passe dans la chambre ou l'escalier, enfin bon. Donc même quand il n'y a pas d'escalier, on peut quand même se casser la figure. Donc oui, il y a vraiment, quand je dis économie, c'est parce qu'il y a des entreprises, là c'est ni les pouvoirs publics, ni les chercheurs, des entreprises qui se sont mises quand même à produire des solutions pour des solutions malines ou des solutions numériques, technologiques. Voilà, Gerflor, on connaît Gerflor avec ses pubs fameuses là. Je n'y pas. Mais Gerflor fait des sols connectés. Donc j'ai visité une résidence à Mulhouse entièrement avec une résidence service, un senior, avec des sols connectés. Donc voilà, donc une personne chute ou bien n'a pas, voilà, sans être intrusive, hein, mais voilà, si ça chute, ça alerte quelqu'un. Donc toute cette économie de l'adaptation du logement, elle n'en est qu'à ses débuts. Et la question du design se pose, par exemple, toujours dans ce déplacement qu'on fait avec Bourguignon dans 15 jours à Toulouse. Elle a voulu absolument programmer la visite d'un fabricant, une start-up qui fait des déambulateurs un tout petit peu originaux. Voilà. Pour se dire qu'y compris ces objets stigmatisants, enfin qu'on vit nous en France comme stigmatisants, hein. Vous allez dans l'Arizona, il n'y a pas un supermarché où une personne sur deux n'est pas avec son déambulateur, hein, ça pose le problème à personne. Hein. Bon. Mais en France, le déambulateur, jamais de la vie, quoi. Hein. C'est comme les appareils auditifs, voilà. Donc, comment ? C'est pas chic. Comment ? Et donc, j'ai oublié de le mettre aujourd'hui. Mais voilà, donc ça veut dire qu'y compris tout ce qui apparaissait comme stigmatisant jusqu'ici, là aussi le design doit... un jour, comment s'appelle-t-il, le designer Stark, voilà. Il avait promis à Michel Delaunay en 2013, je vous ferai des déambulateurs Stark. Bon, il a mangé sa promesse, il l'a jamais fait. Mais vous voyez, il y a une start-up de Toulouse qui est en train de faire ça. Donc, c'est pas parce que c'est pour les vieux que ça doit être moche, quoi. Y a-t-il une question parmi nos auditeurs en ligne ou une autre question dans la salle ? Il se fait un petit peu tard, on essaie. Ah, il y a une question, je crois. Oui. Il me semble, enfin, par rapport à ce qui a été dit, il me semble aussi qu'il y a une césure, en tout cas un continuum qui n'est pas encore fait. C'est et vous l'avez dit, entre l'entreprise et le départ à la retraite. Et ce continuum-là, il n'est pas encore installé, comme comment préparer ce projet de vie, cette continuité, et comment ça devient finalement une gestion aussi de carrière, finalement, d'un moment de vie, et comment ça peut être intégré dans l'entreprise, voilà, comment ça peut être pensé demain pour préparer ce changement. Et quelle est la responsabilité de l'entreprise demain ? On parle de critères RSE. Pourquoi demain cet aspect-là ne pourrait pas être pris en charge par l'entreprise avec un écosystème autour de personnes, voilà, d'entreprises, d'experts pour accompagner ça. Mais ce continuum-là, il n'est toujours pas là, pour moi en tout cas. L'autre chose, c'est est-ce que vous voyez que les constructeurs, les promoteurs ont intégré ce que vous avez compris, c'est-à-dire de dire demain, est-ce qu'il faut arrêter de figer
les murs quelque part. C'est-à-dire quand on va vendre une maison à des gens à partir de 50 ans, est-ce qu'il ne faut pas quelque chose de beaucoup plus flexible, ouvert et moins contenant, peut-être pour pour reprendre un terme d'Éric de Thoisy, le tenant versus le contenant, mais je ne sais pas bien si c'est ça qu'il veut dire, et le care plutôt que le cure. C'est libre d'appropriation. Merci pour cette question très très intéressante. Ouais. Enfin, il y a deux questions, il me semble. Luc. Non, mais moi j'ai pas de. Enfin, on souffrira que de temps en temps j'écoute pour apprendre plutôt que pour répondre. Donc sur le second point, moi malheureusement, contrairement à vous, je n'ai pas eu le luxe de lire ou d'écouter Éric de Thoisy, donc tenant, contenant, là je ne sais pas vous répondre. Mais j'ai hâte de rattraper mon retard. Sur le premier point, rappelez-moi. Il y a la question du Le premier point, c'est le continuum. Le continuum entreprise. Oui, pardon, versus, oui. Ça, oui. peut-être que vous avez des choses à dire. Non, justement, non, mais j'ai pas grand chose à dire parce que je suis pas, enfin, parce que je suis pas un spécialiste de cette question-là. Mais c'est, comment dire, mais il y a beaucoup de gens qui réfléchissent à ça. Alors, l'assurance vieillesse a quand même fait. Alors là, c'est une fois que la retraite est prise. Il y a quand même maintenant un entretien qui est de plus en plus, comment dire, qui est de plus en plus normé. Voilà. Bon, mais j'entends bien que c'est pas en 1 heure d'entretien ou 2 heures d'entretien qu'on va préparer sa retraite. Mais non, mais je n'aurai que des banalités à dire là-dessus, sauf à dire que effectivement, il faut arriver, parce qu'on va parler de plus en plus de ces sujets dans la société, qu'on va essayer d'anticiper ça. Mais là, c'est encore autre chose, c'est-à-dire que c'est la rupture vraiment souvent du lien social, parce qu'il y a encore énormément de gens qui tiennent leurs liens sociaux de leurs liens professionnels. Donc là, il y a souvent quelques ruptures qui se passent. Mais de manière générale, quand même aussi, on voit aussi, je parle moi avec les élus, comment dire, qui sont les élus de métropole. J'avais un déjeuner avec France Urbaine à midi, là où c'est l'association qui regroupe les métropoles. Ce qui est formidable, c'est que quand dans toutes ces villes-là, on lance des processus de démocratie participative, donc conseil de quartier, conseil citoyen, ils nous le disent tous, zut, comment on peut faire venir les jeunes parce que c'est rempli de vieux. Voilà. Je veux dire par là qu'il y a à un moment donné aussi sur les territoires des gens qui vont passer de leur activité professionnelle au statut de retraité, mais qui vont continuer à avoir une vie sociale comment dire, très forte dans les associations. Beaucoup d'élus, vous regardez les conseils municipaux, il y a beaucoup de retraités. Donc, comment faire en sorte aujourd'hui que personne ne soit exclu de cela? Parce qu'au fond, c'est toujours les plus modestes qui vont passer d'un statut à l'autre et qui vont perdre, à travers le boulot, qui vont perdre une partie de leur statut social. Mais la personne déjà incluse, dynamique, etc., enfin, il y a tous les retraités que vous croisez, n'arrêtent pas de vous dire, j'ai jamais eu autant de boulot que maintenant. Donc, moi, là, j'y réintégrerai là-dedans, dans cette coupure, dans cette transition plutôt entre l'activité et la retraite, vraiment le statut du niveau d'éducation, du niveau de statut social, etc. Parce que c'est ça qui devient véritablement, pour le coup, extrêmement discriminant. Souvent, voilà, ceux qui avaient déjà un réseau social le maintiennent, ceux qui n'en avaient pas beaucoup, effectivement, tombent de haut quand de temps en temps ils passent à l'âge de la retraite. Mais voilà, à part ces genres de banalités, je n'ai pas de réflexion particulière ou pertinente sur ça, même si, une fois de plus, si vous avez raison, c'est un sujet majeur. Moi, je répondrai juste à votre deuxième question qui concernait les constructeurs et les promoteurs. En réalité, la prise de conscience, on a moins besoin qu'elle vienne d'opérateurs économiques, plutôt que de la part d'élus, de collectivités territoriales, qui sont celles et ceux qui peuvent créer des contraintes, en fait, et des cahiers des charges dans le sens de l'adaptabilité de ces opérations. C'est-à-dire que on a d'un côté des pouvoirs publics et des opérateurs économiques dont les intérêts ne sont pas exactement les mêmes. Donc je pense qu'on a besoin de sensibiliser les deux domaines, mais le travail que mène Luc Broussy actuellement
Et ce que chacune de ces prises de parole publiques aussi a vocation à faire, c'est de sensibiliser et également voilà, d'étendre en tout cas cette prise de conscience autour de ces enjeux. Merci pour cette question. À moins d'une question urgente et incroyablement importante, on peut peut-être s'arrêter là, sauf si quelqu'un d'autre veut prendre la parole, parce qu'il est déjà quasiment 20h. Est-ce qu'il y a une dernière question dans la salle ou en ligne virtuelle? Je vous propose d'arrêter là, il est 20h. Merci. Oui, Oui, si personne n'a de... Si j'ai encore le temps pour une question. petite. Rapide. Non, j'avais une question par rapport au fait que donc vous avez dit que les personnes âgées avaient été majoritairement prioritaires, avaient des grandes surfaces et qu'on allait avoir un boom, que en proportion ils avaient quand même environ 60 mètres carrés par personne, qu'on allait avoir un boom du coup de personnes âgées suite au baby boom. Et en parallèle, donc vous avez aussi présenté les solutions de co-living dans lesquelles les personnes âgées peuvent accueillir des jeunes et donc un processus de confiance qui prend du temps. Est-ce que vous pensez que ces solutions que vous proposez là, sur le co-living et la confiance, ça peut être massifié pour répondre à ce boom des personnes âgées qui vont ne faire qu'augmenter et qui vont avoir des grandes surfaces qui vont finalement peut-être aussi créer une tension sur le marché du logement parce que ça va être beaucoup de monde dans des grands espaces alors qu'aujourd'hui on est en manque de logement. Non, mais là, vous pointez du doigt un des sujets qui est majeur aujourd'hui pour n'importe quel élu local. Moi, j'ai été, je vous l'ai dit tout à l'heure, maire adjoint au logement à Goussainville, de 30 000 habitants, banlieue parisienne. J'avais Madame Durand qui était dans son F4, ça faisait 30 ans qu'elle était dans son F4. Bon. Voilà, et j'avais des couples avec 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 enfants à Goussainville, c'est un peu particulier, qui étaient dans un F3. Donc cette question de mutation au sein du parc social notamment, c'est un sujet que tous les bailleurs sociaux et tous les élus locaux connaissent par cœur. Et ils connaissent surtout aussi l'absence de solutions très concrètes à ces problématiques-là. Donc oui, effectivement, plus on vieillit, plus on a par personne un nombre de mètres carrés disponible dans son logement. Même dans le parc social, même quand on n'est pas propriétaire. Parce qu'on avait un F4, les enfants sont partis, le mari est mort, mais c'est pas pour autant qu'on vous a expulsé de votre F4. D'ailleurs, on n'a pas le droit. Donc du coup, ça c'est une vraie problématique avec des jeunes qui manquent de surface et des vieux qui en ont beaucoup. Maintenant, il faut absolument rétablir ce lien de confiance parce que c'est ça qui manque aujourd'hui pour que des formules de cohabitation intergénérationnelle locative se multiplient. Il y a un réseau que je cite dans mon rapport qui maintenant structure un peu tout ça, qui s'appelle Cohabilis. Il faut vraiment lui donner les moyens pour qu'il soit une sorte de tiers de confiance partout sur le territoire. Parce que vous voyez bien que, moi j'ai eu des retraités qui ont essayé de faire ce type d'expérience. Il y en a qui m'ont raconté, oui, mais moi en face de moi j'avais l'étudiante qui passait, dans le contrat, elle avait 2 dîners avec moi, elle les passait sur son iPhone tout le temps, quoi. Bon, donc vous voyez, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait un contrôle quelque part pour pas qu'il y ait de dérive. Mais dès lors qu'il y a ça, notamment dans les métropoles, je travaille à ce moment pour Tours ou Montpellier, des milliers d'étudiants, une complexité pour se loger, plein de retraités qui ont de grandes surfaces, c'est quand même trop con, quoi, de ne pas faire le lien. Mais il ne suffit pas de dire qu'il faut faire le lien, il faut se donner les moyens de le faire. Il y a un problème de confiance, il y a un problème de formation, et puis voilà. Donc si à un moment donné, ce réseau national Cohabilis, qui est tout naissant, qui s'est développé il y a à peine quelques années, prend de l'ampleur, ou d'autres associations de ce type, et joue cet intermédiaire parce que ça mettra de la confiance dans le système, oui, je suis convaincu que c'est une vraie solution. Pas alternative aux EHPAD, mais une solution en plus dans le panorama qu'on a décrit tout à l'heure. C'est en train de changer quand même à ce niveau-là la politique, parce que dans le 13e, justement, on a la possibilité d'échanger d'appartements au niveau de la RIVP entre un grand appartement de 5 pièces et un 3 pièces si on en a envie. Oui, alors, non, mais vous avez raison. Je ne sais pas si tout le monde a entendu, mais la mutation, ce qu'on appelle la mutation, au sein du parc social, est encouragée parce qu'on a bien vu le sujet. Donc, moi, ce que je dis, c'est que, et c'est ce que je dis dans mon rapport, première condition, pas de loyer plus élevé que le précédent. Parce que quand on est dans un F4 depuis
1977, forcément le loyer il était encadré. Donc aujourd'hui le F2 est beaucoup plus cher que le F4. Bon. Donc vous ne pouvez pas dire à une dame, vous passez du F4 au F2, et en plus vous payez plus cher. Bon. Ça c'est la première chose. Deuxièmement, il faut accompagner tout ça. Il faut qu'il y ait une aide de déménagement, par exemple. On ne pense jamais, mais enfin si, on le pense quand c'est écrit dans des bons bouquins, mais déménager un appartement dans lequel vous vivez depuis 40 ans, ou 30 ans, ou 20 ans, ça ne se fait pas en 2 secondes. Voilà, moi je passais d'un 60 mètres carrés à un 30 mètres carrés, ça veut dire qu'il faut se débarrasser de plein de choses. Bon, alors c'est déjà compliqué comme ça. Si en plus il faut se débarrasser des fringues, des photos, des meubles, etc., c'est encore plus compliqué. Donc il faut une aide à tout cela. Et puis enfin, troisième élément, il faut que l'appartement, même s'il est plus petit, il faut qu'il ait un vrai bonus en termes d'adaptation. Accessible, je rappelle que 40% des logements HLM ne sont pas accessibles par ascenseur. Voilà, donc ça veut dire qu'à un moment donné, quand on offre une solution appartement plus petit, mais loyer pas plus important, et un service, une accessibilité plus souple, voilà, il faut un vrai package, sinon ça marche pas. Mais... Merci beaucoup, merci pour cette dernière intervention. Effectivement, c'est bien de finir en disant que les choses changent un petit peu, dans le 13e en tout cas. Merci beaucoup à nos deux invités, c'était absolument passionnant. Merci beaucoup et merci à tous. Et donc à la prochaine séance, je crois le 17 février, je dis un peu ça de tête, donc je suis pas sûr. Un jeudi mi-février avec Béatrice Colomina, donc qui va être passionnante aussi, très différente, théoricienne de l'architecture américaine, professeure à Princeton. L'une des grandes têtes pensantes de la théorie de l'architecture aujourd'hui, auteur d'un livre important sur les relations entre architecture et médecine qui s'appelle X-Ray Architecture. Merci beaucoup et merci Luc et merci Myriam. Merci à vous. Ciao.